Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, Mickey Mahut a appris que son fils Tom était atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. Comment l'aider? Il a enquêté en images et pas seulement en France. Ça donne un très beau documentaire intitulé Le petit chasseur de fantômes. Il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne à l'école. Actu anniversaire aujourd'hui, c'est un 20 avril que l'autre père de l'école républicaine présente son projet à l'Assemblée nationale. Cet autre père, c'est Condorcet. On est près de 90 ans avant Jules Ferry. L'heure de la récré, toujours avec Emma, séquence SOS Animaux perdus, elle adore. Et puis enfin, comme chaque semaine, on va parler alimentation dans la rubrique Plateau Repas. Il paraît que les insectes sont l'avenir de notre alimentation. Oui, je sais, Burke, c'est dégoûtant. Et pourtant, Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste, va tenter de vous expliquer le contraire. Faites attention, elle est souvent très convaincante. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Évidemment, Le petit chasseur de fantômes, c'est d'abord un film sur l'autisme, un très beau film, au demeurant disponible en ligne sur la plateforme de la chaîne parlementaire. Il a eu le prix du public Ina Madeleine au dernier FIPADOC en 2023. C'est un film dans lequel on rencontre dans le monde entier une demi-douzaine de personnes atteintes par un TSA, un trouble du spectre de l'autisme. Mais ce film, c'est aussi un film sur un père qui se demande comment aider son fils, ce qu'il deviendra quand il ne sera plus là. Et en ce sens, c'est un film assez universel et remarquable sur la paternité et sur l'éducation. Ce père, c'est Mickey Mahut, il est l'invité du Grand Oral. On est ravis de vous accueillir, Mickey. Bonjour. Merci. Très heureux de vous accueillir. Votre fils Tom, qui donc doit avoir quoi, 14 ans maintenant? Il a 13 ans. 13 ans encore, voilà. Il a 12 ans en tout cas au moment du tournage. Ouais. Et au moment du tournage, ça fait 10 ans qu'il a été diagnostiqué. Vous décidez de faire un film. Alors, j'avais voulu faire un film bien avant. Ouais. En fait, Tom était passionné par les métros. Il connaissait la ligne du métro parisien par cœur. Et donc, tous les week-ends, je me retrouvais avec lui à faire toutes les stations de métro. Et je voulais en faire un film parce que c'était assez poétique de se retrouver avec lui sans arrêt. On connaissait vraiment toutes les stations par cœur. Et j'ai proposé à une boîte de production d'en faire un film. C'était des gens assez proches de moi avec qui je travaillais depuis longtemps. Et ils m'ont dit que c'était trop difficile de faire un film avec son fils, que ça allait sûrement me rendre malheureux et que j'allais peut-être pas tenir le coup. Donc ils ont préféré pas me suivre sur cette histoire. J'ai laissé mûrir le projet. Et j'ai commencé à travailler avec Laurent Kouchner, avec qui j'ai co-réalisé ce film. C'est très important parce que... Pardon, on va le redire d'ailleurs tout à l'heure, mais bien sûr. On a travaillé sur ce projet depuis le départ, avec qui je racontais mes histoires. C'était mon rédacteur en chef dans les émissions pour lesquelles je travaillais à l'époque. Donc il connaissait toute mon histoire. Donc je lui ai dit, voilà, moi j'en suis là avec Tom. Je pense qu'il y a quelque chose à raconter. Tom a des intérêts spécifiques et j'aimerais bien montrer au monde entier, non, mais à la France en tout cas, que ces intérêts spécifiques peuvent aider les personnes autistes à s'en sortir. On va raconter tout ça. Donc le but c'était d'en faire un film en partant des intérêts spécifiques de mon fils. Mais c'est pas que un film sur Tom, c'est ça que je trouve passionnant. On le voit beaucoup Tom, mais vous avez rencontré des autistes qui ressemblent finalement à Tom. Il faut préciser les choses parce que c'est un spectre, les troubles autistiques. Donc Tom parle, communique. Alors il a un tas de particularités, de comportements qui sont spécifiques, mais il est il est dans le monde. Exactement. Alors chaque personne... Et vous avez cherché des gens qui avaient 20, 30, 35 ans, pas beaucoup plus, des gens en vous disant, finalement, Tom, ça pourrait être cette personne plus tard. J'ai cherché des gens qui s'en sont sortis un petit peu avec les mêmes centres d'intérêt que mon fils. Voilà. Alors chaque personne autiste a son autisme, chaque cas est très différent. Donc moi, je pars, c'est ma quête et je pars de l'histoire de mon fils, donc je suis conscient qu'il y a des cas beaucoup plus lourds que ceux de mon fils. Il y a des personnes autistes qui ne parlent pas. Là, j'ai cherché des personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt. Donc Tom a eu comme centre d'intérêt les métros, donc ça s'est passé, mais après ça s'est transformé en visite de lieux abandonnés et en visite de chemin de fer désaffecté. Donc on a été jusqu'au Danemark pour trouver Martine, qui lui photographie tous les week-ends lors de son temps libre des lieux abandonnés. Après, Tom dessine beaucoup. Et Martine, le reste du temps, travaille à l'aéroport de Copenhague. Ça, le point d'entrée de chaque personnage, c'était un intérêt spécifique. Un intérêt spécifique commun avec celui de Tom. Mais après aussi, ce sont des personnes qui s'en sont sorties, qui se sont intégrées dans le milieu professionnel. Martine, en effet, travaille à l'aéroport de Copenhague. Alors au Danemark, on est un petit peu en avance sur la France, c'est-à-dire que Martine, il a eu un job coach qui l'a accompagné pour trouver son emploi, qui l'accompagne encore aujourd'hui, et son travail a été trouvé, c'est vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on a pris tous les intérêts de Martine en compte et on lui a trouvé ce job en rapport avec son autre intérêt spécifique qui est la photographie aérienne. Martine prend des photos d'avion tous les soirs après le travail. Des photos assez dingues. Et parce que ses parents sont stewards. Donc ça, et il y a Elad à Tel Aviv qui a aussi un intérêt pour la photo aérienne. Alors il y a Elad à Tel Aviv. Et il travaille pour le fisc en fait.
Ouais, l'équivalent. Enfin, il traque les constructions. Il traque les constructions illégales. Il voit sur des cartes satellites. Il y a eux deux. Il y a Mathias qui lui est fan de la Casa des Papel. Julie qu'on connaît peut-être parce qu'on la voit. Le lien, c'est que Julie, Tom rêverait d'être c'est Super Pépette. Super Pépette. Et Julie a sa chaîne YouTube, donc on a été la voir pour ça à la base. À Saguenay, au Québec, il y a Valérie. Le dessin. Valérie est graphiste, elle dessinait beaucoup comme Tom. On a Mathieu qui est traducteur du côté de Rungis. Et Tom apprend l'anglais en faisant des jeux vidéo, en jouant aux jeux vidéo. Donc, c'est des morceaux de Tom reconstitués, c'est comme une mosaïque. Il y a quand même des constantes que tous vivent. La première, c'est le besoin de repères, les routines. Ça, c'est vraiment une caractéristique de ces troubles. Le moindre écart à l'emploi du temps, ça peut devenir ultra déstabilisant. C'est un stress monstrueux. Alors moi, j'ai toujours voulu un peu à l'encontre de ça avec Tom. Mais maintenant, il a grandi. Au début, il suivait un petit peu ce que je lui disais quand même. Maintenant, j'arrive plus. C'est-à-dire que je le forçais à aller en vacances. Je l'ai déjà emmené à New York. Alors que là, il n'y a plus de repères du tout. Pour le coup, on est à l'étranger. Les gens parlent... C'est en anglais et tout. Il acceptait de le faire à l'époque. Maintenant, il a vraiment besoin d'être beaucoup plus cadré qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'un changement dans son emploi du temps, dans son alimentation, à l'école aussi, quand il y a une matière où un prof est absent, tout ça, ça peut se transformer en drame. Il y a une scène saisissante où Mathias se réveille à 7h22. Exactement. Et vous lui dites, et si tu te réveilles à 7h23, il vous regarde avec un air genre, mais il est taré ce type. Qu'est-ce qu'il me demande là? Mais c'est une catastrophe pour lui, vraiment. Ça peut lui gâcher sa journée. De la même manière, si jamais il prend le RER le matin, Mathias, pour se rendre au chapiteau de Turbulence, là où il travaille, si c'est en retard ou si c'est une annulation, c'est très compliqué. Et on le dit avec un peu le sourire, parce qu'il y a beaucoup de sourire dans votre film. On dit souvent que quand on a des troubles du spectre autistique, on a parfois des problèmes avec le second degré, avec tout ça, on en parlera peut-être. Mais là, eux, beaucoup ont dépassé ça. Et il y a de l'humour, il y a du rire, il y a une forme d'autodérision. C'est complètement le but de dédramatiser l'autisme, parce que c'est pour ça qu'on en rigole aussi. C'est ce que je dis souvent dès le départ, mais en tout cas, ce film, moi, c'est le film que j'aurais aimé voir quand j'ai appris que Tom avait été diagnostiqué. Et ben voilà. Parce que la plupart des documentaires qu'on voit quand même, on reste dans les clichés, on ressort avec l'image de l'autisme qui se tape la tête contre les murs, tout ça. Donc, Voilà, Autisme, et ça donne donc ce film, Autisme, le chasseur de fantômes, signé Mickey Mahut et Laurent Kouchner, que j'ai oublié en introduction de l'émission, disponible en ligne sur LCP. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous sommes le 20 avril et c'est un 20 avril, mais en 1792, que Condorcet présente à l'Assemblée nationale son projet d'organisation générale de l'instruction publique. Ces idées ont donné à l'école républicaine ses principes émancipateurs. Et c'est vrai que lorsque l'on parle de l'école obligatoire en France, on pense évidemment directement aux lois Ferry. Et c'est vrai que c'est Jules Ferry qui rend l'enseignement primaire obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. On est en 1882, sous la Troisième République. Mais plus d'un siècle plus tôt, un autre homme d'État, un philosophe, Condorcet, avait pensé l'idée d'une école de la République telle qu'on la conçoit ou que l'on aimerait concevoir aujourd'hui. On va rentrer évidemment dans le détail de ces idées, mais d'abord il faut bien comprendre l'époque à laquelle Condorcet développe ces idées. On est en pleine Révolution française. Oui, et Condorcet fait partie intégrante de ce siècle des Lumières. C'est un philosophe des Lumières, avec bien sûr l'idée de refuser l'autorité royale, mais surtout celle d'éclairer le peuple grâce à la connaissance. On est dans le siècle du progrès et des idées neuves. Pour accéder à la connaissance, il faut un outil, une base commune. C'est l'encyclopédie, sorte de synthèse générale de toutes les connaissances du XVIIIe siècle. Diderot et d'Alembert. Le premier tome paraît quand Condorcet a 8 ans, mais comme le texte est écrit sur une vingtaine d'années, Condorcet y participe ensuite en écrivant des articles sur les mathématiques, car c'est sa formation première. Alors les mathématiques, mais il est aussi politologue, philosophe, et c'est d'ailleurs en tant que philosophe qu'il pense l'idée d'une instruction publique. Oui, Condorcet estime que l'instruction est un devoir envers les citoyens, puisque c'est le peuple qui a désormais le pouvoir et qu'il est amené à prendre lui-même des décisions en votant. Il faut qu'il puisse savoir, il faut qu'il puisse connaître. Et c'est donc l'instruction qui lui permet cela. Par instruction, il entend la transmission de connaissances à tous les enfants. Cette instruction doit être obligatoire, mixte. Je rappelle qu'on est en 1792. Les femmes ont encore un rôle très limité dans la société et très peu vont à l'école. Et en plus d'être mixte, il faut qu'elle soit gratuite et enfin, il faut qu'elle soit laïque. Même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave, disait Condorcet. Précision, vous dites qu'il souhaite une instruction
publique. Il la distingue donc de l'instruction privée, mais ça ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Aujourd'hui, on entend, on ne parle pas d'école publique versus école privée. L'instruction privée, c'est tout ce que nous apprennent nos parents à la maison. Une instruction pratique, en quelque sorte. Et en fait, à la famille, le devoir d'éduquer, à l'école, celui d'instruire. Et donc, pour Condorcet, c'est de la combinaison des deux qu'émergent de vrais citoyens. Et pour lui, c'est d'ailleurs grâce à l'instruction que peuvent être atteints les buts de la Révolution française, la liberté et l'égalité. Oui, Condorcet avait déjà des idées très en avance sur son temps. Il militait pour l'égalité des droits pour tous, hommes et femmes. Il s'était engagé en faveur des Juifs. Il militait pour l'abolition de l'esclavage et voyait en la laïcité une manière pour le peuple de s'émanciper. Et quand on parle d'instruction, cette idée d'émancipation est importante parce qu'à l'époque, c'est l'Église qui était chargée d'éduquer les jeunes. Et alors pourquoi ces idées ont mis si longtemps à être appliquées puisque Condorcet les avait pensées dès la fin du XVIIIe siècle? Eh bien, malheureusement pour lui, on est sur un mauvais timing. Déjà, lorsqu'il présente ce texte à l'Assemblée nationale, ce fameux 20 avril 1792, parce qu'au même moment, la France déclare la guerre au roi de Bohême et de Hongrie. Condorcet, emprisonné peu de temps après, est retrouvé mort dans sa cellule en 1794. Mais voilà, ces idées ne seront finalement mises en œuvre que progressivement au cours du XIXe siècle. Merci beaucoup, Emma. Merci. Cette super anti-sèche sur Condorcet, qu'on aime beaucoup ici. Il y a même une salle Condorcet à Bien Scout sûr. TV. Et ouais, forcément. Et des citations de Condorcet. On se retrouve pour la récré? Bien sûr. Grand oral, Mickey Mahut. Si vous voulez retrouver foi en l'humanité, regardez Le Petit Chasseur de Fantômes. Vous y verrez une série de portraits de personnes formidables, aussi bien celles qui vivent avec un TSA que celles qui les aident. Un documentaire signé Laurent Kouchner et Mickey Mahut qui est notre invité aujourd'hui. Un des messages du film et un de vos espoirs pour Tom, votre fils, c'est que les autistes ont les forces de leur faiblesse en quelque sorte et que ces forces peuvent trouver à s'exprimer dans la société. Alors dans ces forces, il y a par exemple une façon de décoder le monde, parce qu'ils ne le voient pas pareil, et ça c'est très bien expliqué par un certain nombre d'entre eux, ils le voient un peu comme diffracté, et ça leur donne une capacité à identifier les détails de dingue. Même Tom, il vous épate là-dessus quand vous visitez des maisons abandonnées. Alors, Tom, avant de détecter les maisons abandonnées, il passe beaucoup de temps sur les cartes satellites à les chercher, il repère les toits cassés des maisons, et après on regarde les adresses et on va les visiter ensemble. Ce qui m'a donné envie d'essayer de trouver quelqu'un qui avait le même centre d'intérêt que lui. Et en fait, en Israël, il existe un programme chargé d'intégrer les personnes avec autisme dans l'armée, notamment dans la détection d'images satellites. Donc on s'est rendu à Tel Aviv pour rencontrer Elad, qui vit de la passion de Tom, en fait. Son métier, c'est de repérer sur des cartes satellites des maisons qui ont été construites à Tel Aviv, peut-être de manière illégale, tout ça. Donc ça, c'est un bel espoir en tant que père, en me disant que peut-être plus tard, Tom, grâce à cette passion, pourra trouver un emploi. Alors, ce ne sera peut-être pas à Tel Aviv, mais pas dans l'armée, de toute façon, il n'y a pas de service militaire en France, mais en tout cas, voilà. Il faut capitaliser sur les intérêts spécifiques. Dans les autres espoirs, ça c'est plutôt Valérie qu'on rencontre à Saguenay, à Québec, qui le dit. Comme il ne pense pas comme les autres, finalement, dans les métiers de la créativité, du graphisme, ça peut être un atout, parce que si tout le monde dit pareil, pas très créatif. Ouais, elle part du principe que dans une entreprise, on est un peu tous formatés quand même, et que si on acceptait des personnes, pas forcément avec autisme, des personnes avec d'autres formes de handicap, ça pourrait faire exploser la créativité et amener vers ouvrir d'autres portes. Donc c'est assez intéressant. Excuse-moi. Alors Valérie, c'est intéressant, elle a travaillé beaucoup en entreprise, mais elle a découvert finalement qu'elle n'était pas faite pour ça, et elle préfère travailler en freelance chez elle. Elle est assise devant ses 3 ordi, écran énorme. Ils ont tous d'ailleurs des objets à manipuler. Des anti-stress, Des anti-stress, voilà. Tom lui a un petit pinceau qui frotte un peu en partout, permanence sur le visage. Sur les écrans, sur les ordinateurs, sur les murs quand on est stressé, tout ça. Il n'y a rien d'autre atout, c'est que quand ces fameux intérêts spécifiques, ces passions, comme ils ont un caractère assez obsessionnel finalement, ils vont à fond. Donc en fait, si vous avez envie que quelqu'un creuse un sujet, s'il est dans cette situation-là, vous pouvez être certain qu'il va épuiser le sujet. C'est aussi pour ça, des fois, qu'on parle d'autistes génies, mais en fait, c'est pas tant, ils sont pas surdoués, c'est juste qu'ils passent tellement de temps à scotcher quelque chose qu'au bout d'un moment, ils deviennent experts en leur matière. Et il y a beaucoup d'entreprises qui font appel aussi après à des personnes autistes pour des tâches très spécifiques. Bon, après, sans rentrer dans les clichés, des entreprises comme Apple, Microsoft, tout ça, font beaucoup de recherche dans les personnes avec autisme pour le codage informatique, tout ça, parce qu'ils ont une rigueur de dingue. Et ils voient les erreurs tout de suite. C'est ce que dit Elad aussi en Israël. Lui, il est capable de scotcher des cartes satellites pendant 10 heures d'affilée sans pause. Tant qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, il restera sur sa carte jusqu'au bout. Et il pense que...
Ouais, alors même que dans leurs points communs, il y a une fatigabilité quand même assez considérable. Alors pas du tout quand ils font ce genre d'activité, mais par exemple prendre des transports en commun, l'un d'entre eux dit, je ne sais plus lequel, je peux tout à fait arriver au bureau, mais rétamé et j'ai besoin de dormir 2 heures, tellement il aura été sollicité, dérangé, agressé. Ça peut commencer dans les transports en commun, après il y a aussi les lumières dans les bureaux, les néons, il y a les interactions avec les autres. Les interactions, ça c'est beaucoup d'efforts. Alors certains s'en sortent très bien. Dans le film, Mathieu par exemple, qui est traducteur, lui est en demande il a besoin des fois de faire des petites pauses comme pour évacuer un peu son stress, mais par contre il est en demande d'aller vers les autres, il veut rester dans son open space parce qu'il a besoin des autres pour travailler, mais c'est vrai que normalement la plupart des entreprises qui embauchent des personnes avec autisme, on essaye de leur faire un bureau un petit peu à l'écart, au calme, avec une porte fermée, on les oblige pas à aller à la machine à café, prendre le café avec les autres, on les oblige pas à aller manger avec les collègues le midi, voilà. Il y a autre chose qui apparaît dans le film, alors ici ça nous est arrivé régulièrement de défendre l'inclusion, de l'inclusion, c'est-à-dire de dire les personnes en situation de handicap, il faut les mettre dans des collèges c'est ce que je pensais aussi en milieu ordinaire. Et on le dit pourquoi ? Parce qu'on a envie d'envoyer un message qui est de dire tu es un être humain, on t'accueille dans la communauté des êtres humains. Et qui est un message sympathique et auquel on tient. Et dans leur situation, c'est pas forcément un service à leur rendre, vous dites maintenant. Vous avez découvert. Ouais, voilà, le voyage en Israël a vraiment changé ma vision de l'autisme, parce que moi, on m'a toujours dit, les spécialistes qui ont suivi Tom depuis qu'il était petit, de mettre Tom un maximum en inclusion, vraiment école ordinaire, avec les autres, pour qu'il copie, qu'il progresse avec eux. Or, des personnes comme Elad, ou même comme Mathias au chapiteau Turbulence, en fait, ils sont passés dans des cursus où ils étaient entourés de personnes avec autisme. Et Elad, en Israël, a fait le programme pour entrer dans l'armée pendant 3 mois, entouré de personnes avec autisme, et il m'a dit que c'était la première fois qu'il se faisait des copains, que c'est la première fois qu'il arrivait à chambrer les autres sur leur handicap, il se moquait même les uns des autres de leur handicap et tout, et en fait ça lui a ouvert l'esprit, et il a appris à accepter son handicap qu'à partir du moment où il est rentré dans ce programme. Or c'est pas de l'inclusion en milieu ordinaire. C'est ça, mais parce que ce qu'on dit pas non plus, parce que l'inclusion c'est sympathique, mais c'est aussi que ce sont des enfants qui sont victimes de harcèlement, du regard des autres. Beaucoup de moqueries. Et beaucoup de moqueries, c'est vraiment pas évident. Vous êtes en plein dedans là actuellement avec Tom. Tom est passé, il est rentré en 6e, donc alors déjà que la 6e c'est un passage compliqué pour tous les enfants déjà à la base. Alors là, oui, le regard des autres, le pinceau. Après, je ne sais pas si vous voulez rentrer un peu dans les détails, mais ça a été très compliqué. On le fera peut-être alors juste après. On va faire l'entrée en 6e de Tom juste après la récré. C'est pas dans le docu. On vous le rappelait le 3 avril dernier à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation de l'autisme. Il concerne, selon le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, 15 000 naissances par an en France. Et si on étend à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, 120 000 naissances par an. On continue à en parler avec Mickey Mahut juste après la récré. Emma. Rebonjour. Rebonjour Emmanuel. Et dans l'heure de la récré, ça faisait longtemps. Hein. Oui. Ça m'a trop manqué. Ouais, d'accord. Vous, parce que les animaux. Emma, les animaux, les chiens, les chats, les trucs, voilà. Et donc, vous nous racontez une histoire qui a ému les réseaux sociaux. On a retrouvé Bayou. Mais oui, alors Bayou, c'est un chien qui avait été volé à son maître en février dernier dans le quartier de Montmartre à Paris. Et son maître, Nicolas, s'est depuis démené pour le retrouver. Il avait lancé 2000 avis de recherche en mobilisant des associations, en diffusant beaucoup de contenu sur Internet. Bref, il y a cru jusqu'au bout. Et ça a payé. Bah oui, sinon je vous le raconterai pas, c'est une belle histoire. Et en fait, le chien a été aperçu un matin à la gare du Nord, puis dans le métro, tenu en laisse par un homme. La police est informée et l'interpelle rapidement. Parce qu'il a été volé en fait. Il a été volé, tout à fait. Et donc Bayou a été sauvé, il a pu retrouver son maître après près de 2 mois de recherche. Je vous laisse évidemment découvrir les retrouvailles. Vous venez, monsieur ? C'est sûr qu'il n'y a pas besoin de faire de test ADN ou je ne sais quoi pour vérifier la paternité. Enfin, en tout cas, tout de suite. Tout de suite. Voilà. Le grand amour. Vous êtes contente ? Ah oui, je suis très contente. Ça a beaucoup C'était une bonne récré ? Bah oui, ça m'a réchauffé le cœur, cette petite retrouvaille. Je comprends ce que c'est que de perdre un chemin. Non, vous ne voulez même pas y penser. Arrêtez. Mickey Mahut, grand oral. Pense à la suite, n'aie pas peur, ne te soucie pas de ce que pensent les autres et évite l'école ordinaire. Ce sont les 4 conseils que donne à la fin du film la mère d'Elad à Mickey Mahut dans le documentaire Le Petit Chasseur de Fantômes réalisé avec Laurent Kouchner. Je reviens donc à ce qu'on disait juste avant la récré. L'entrée, effectivement, le film, il est en CM2, Tom. Vous vous inquiétez un peu de comment ça va se passer au collège. Et là ? Alors, il a eu sa place en classe Ulysse. Ouais. Alors, Ulysse, c'est unité localisée pour l'inclusion scolaire.
Donc en fait, il est en école ordinaire, sauf qu'il a une petite classe dans laquelle il peut se rendre pour les matières qui lui posent problème. Donc Tom, il est allergique aux maths. Concrètement, les maths, il peut aller les faire dans sa petite classe où ils sont 6 ou 7. Ce sont des jeunes autistes, ils sont 7 je crois, maximum. Et donc on avait tout misé là-dessus, sauf que ça a été très compliqué. Bon, déjà, au collège, il y a les changements de classe, les changements de professeurs, tout ça, donc ça, déjà, Tom était complètement perdu. Mais surtout qu'on pensait qu'il serait plus à l'écoute à l'entrée en 6e, à savoir, en arrivant, Tom avait son petit pinceau qu'on voit dans le film. Tom, quand il est stressé... il a besoin du pinceau. Franchement, ça le détend. Et en fait, on lui a demandé d'essayer de le ranger pour que les autres arrêtent de le regarder quand il est en inclusion, tout ça. Après, on lui a demandé d'en prendre un petit dans ce cas-là, si jamais... parce que il prend des pinceaux normaux. Oui, parfois, il y a même des pinceaux larges. Voilà. Là, il s'est retrouvé à tailler des pinceaux pour avoir un petit pinceau et tout. Et en fait, là, on a pris plusieurs rendez-vous avec l'école pour dire que là, c'était vraiment son anti-stress. Il n'a pas son pinceau, Tom, c'est impossible qu'il se concentre. Alors après, on nous a dit qu'il écoutait moins quand il avait son pinceau. On a dit non, c'est pas vrai. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Très concentré quand il a son pinceau, justement. C'est là qu'il faut lui parler. Après, il y a eu beaucoup de problèmes avec un professeur. Alors, je sais pas, Tom s'explique. On a une chance vraiment monstrueuse, c'est que Tom arrive vraiment à exprimer ce qu'il ressent. Là, il y avait vraiment un blocage avec un professeur, mais dès le premier cours. Donc on a alerté tout de suite l'école en disant que ce serait pas possible. Il y a eu un blocage et c'était terminé. Tom rentrait en pleurant tous les soirs, voulait plus dormir, il mangeait, putain, vraiment catastrophe. On a pris plusieurs rendez-vous avec l'école, mais le discours de l'école, ça a été de dire il faut absolument qu'il aille en inclusion. C'était pour le français. C'est la seule manière qu'il progresse. Moi, j'ai dit qu'on voulait pas en faire un prix Nobel de littérature. En fait, là déjà, le but c'est qu'il aille bien. Et après, quand il sera détendu, il arrivera à travailler, parce que là, il était complètement bloqué. Donc ça a mis du temps, et finalement il y a eu une grande réunion avec la directrice, tout le corps éducatif de Tom, ses psychomotriciennes, son orthophoniste, tout ça, pour décider que Tom n'irait plus en français en classe ordinaire, il va en Ulysse, et ça va beaucoup mieux depuis. Ouais, vous êtes très pudique sur le parcours du combattant pour obtenir une prise en charge digne de ce nom. C'est-à-dire qu'en fait, l'anecdote que vous nous racontez là, vous ne racontez pas du tout ce genre de choses dans le film. Vous dites que ça existait. Vous dites à un moment que votre épouse, ça a été un travail à temps plein. C'est elle qui a toujours c'est quelque chose qu'Églantine Émeillé ou Mintra Nuit ont déjà raconté d'ailleurs sur ce plateau. C'est ce travail de dingue avec toutes les administrations. Il faut tout faire soi-même en fait. Ouais, et puis il faut tout demander au maximum, beaucoup plus même ce dont on a besoin pour avoir le minimum qu'ils peuvent donner. En fait, Tom, là, il a une ESH, donc c'est des auxiliaires qui les accompagnent en classe. Il n'a pas assez d'heures, donc il se retrouve des fois tout seul en inclusion, et ça il peut pas. Par contre, tout seul en inclusion, Tom ne peut pas. Il faut qu'il soit accompagné. Donc maintenant, les heures où il est seul, et ça y est, ils ont enfin compris, il va en classe Ulysse. Au début, il voulait pas. Mais bon, c'est quand même un travail complètement dingue. Je mentionnais la maman de Tom. Vous le dites vous-même dans le film. En fait, Tom est en garde alternée. Beaucoup. Non, moi je l'ai tous les mercredis, un week-end sur 2. Pardon, autant pour moi. Enfin, donc il est chez sa maman. Et vous le voyez beaucoup. On dit beaucoup que pour les couples, c'est un crash test monstrueux d'avoir un enfant en situation de handicap. Il y en a qui s'en sortent. Nous, ça a été une des causes de la séparation. Ça crée un enfant crée un déséquilibre de toute façon. Dans un couple, bien sûr. Déjà. Après, le handicap, la gestion, surtout que nous, c'était très flou au départ. Quand on a eu le diagnostic, avant le diagnostic de Tom, il y avait quand même des signes que Tom montrait qui étaient très difficiles à gérer. Il y avait des crises inexplicables, mais qui duraient plusieurs heures, où Tom tapait sur les murs, et on ne savait pas quoi faire. On ne savait pas qu'il y avait l'autisme. Donc là, déjà, dans la manière de gérer, on n'était pas d'accord sur la manière de gérer ces crises, tout ça. Donc ça crée des divergences. Et c'est connu qu'il y a beaucoup de couples d'enfants avec autisme qui se séparent. Alors moi, je me suis pas séparé. C'est pas de la faute de Tom. Hein, jamais de la vie, je dirais ça. Mais non, c'est dur à. Ça peut jouer. C'est très dur à gérer. C'est dur à encaisser. Vous l'avez rappelé au tout début de l'émission. Vous avez déconseillé de faire un film sur et avec Tom quand il était tout petit, parce que ça allait vous rendre malheureux. Là maintenant, vous êtes. Ça va ? Moi, j'ai eu plein de réponses à mes questions. Il y avait plusieurs raisons de faire ce film. Me rassurer moi, rassurer beaucoup les parents aussi. Comme je dis, c'est le film que moi j'aurais voulu voir. Donc j'espère que les parents qui sont en train de poser un diagnostic pour leurs enfants voient ce film en se disant ok, il y a peut-être un avenir pour mon fils. Donc l'autisme, c'est pas une fatalité. Parce que moi, quand on m'a dit qu'il était atteint d'autisme, très clairement, mon monde s'effondrait. Je le dis dans le film.
Puis maintenant, attention. Vous dites aussi, j'ai fait comme dans un premier temps le déni, j'ai fait comme si de rien n'était. Ouais, je pensais que c'était une solution. En fait, non. Non, pas du tout. Non, mais de toute façon, j'ai commis énormément d'erreurs, comme celle de forcer Tom à faire des choses au début en me disant oui, mais si on le brusque pas un petit peu, ça ira pas. Là, je me suis calmé sur beaucoup de choses. Là, j'ai appris beaucoup. Le film a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur l'inclusion. Maintenant, s'il n'y a pas d'inclusion à tout prix, si Tom, ça va vraiment pas à l'école, qu'il s'en sort pas et on se retrouve dans la situation dans laquelle il était au début de l'année, à plus manger, à plus dormir, à plus vouloir venir chez moi parce qu'il est très proche de sa mère. Donc, quand il est très angoissé, il veut plus bouger. Donc, moi, là, à un moment donné, on arrêtera. Puis il fera autre chose et puis il reprendra quand il sera prêt à reprendre. Le Petit chasseur de fantômes, c'est en ligne sur la chaîne parlementaire, film réalisé par Mickey Mahut et Laurent Kouchner. Vous restez avec nous, on va pousser la porte de la cantoche, plateau repas. Emma, merci. Vous cédez votre place à Sandra? Avec plaisir. Génial, quelle générosité. Plateau repas, Sandra Ferreira. Il y a des moments durs dans la vie d'animateur, je vous jure, parfois on doit lire des textes qu'on vous donne, voilà, je vais vous le dire là. Si je vous dis à propos d'un produit alimentaire, c'est très nutritif, ça a bon goût, c'est peu calorique et c'est même écologique parce qu'on n'a pas besoin de trop d'eau ou d'abattre des forêts pour s'en procurer, vous répondez forcément, c'est formidable. C'est là le piège. Mais si je vous dis qu'il s'agit d'insectes, alors là, c'est une autre affaire. Voici donc Défense et apologie des insectes par Sandra Ferreira dans Plateau Repas. Et alors évidemment, parfois vous nous parlez de gâteaux au chocolat et alors que vous cuisinez super bien, vous oubliez d'en préparer. Mais là, quand il s'agit de parler d'insectes, on déguste. C'est justement l'occasion parce que est-ce que vous avez conscience qu'on consomme déjà naturellement des insectes tout au cours de l'année? Oui, pareil qu'on en avale là, quand on fait combien d'après vous? Vélo, je sais pas. Un demi-kilo d'insectes. Ah oui, quand même. Un demi-kilo par an, parce qu'il y en a dans les fruits, dans les gâteaux, et on ne le sait pas. Alors oui, c'est vrai. Mais c'est pas à dose comme ça. Non, c'est sûr qu'on les mange pas comme ça. Oui, bon, c'est écrasé. Alors c'est peu banal, je vous l'accorde, d'en manger en France, mais il y a quand même 2 milliards de personnes dans le monde qui en mangent. Je ne sais pas si ça va vous motiver aujourd'hui. Et en plus, on a le choix. Il existe plus de 2000 espèces comestibles. De quoi faire plaisir à toute la famille. Bon, et on va bel et bien parler des qualités nutritionnelles des insectes. C'est pas un simple effet de mode. Mais oui, c'est ça. Ce qui est important, sérieux, vous savez, là, soyons sérieux. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a des qualités nutritionnelles. Plus l'insecte va être âgé, plus il va être calorique. Bien sûr, ça dépend aussi du mode de cuisson, cuit, frit, séché. Ils ont plein d'atouts. Le premier atout, c'est une source de protéines de très bonne qualité. Mine de rien, c'est important. Concernant l'apport en graisse, par exemple, la teneur en bonne graisse, les fameux oméga 3 qui sont bons pour le développement du cerveau, pour le système cardiovasculaire, le verre de farine, qu'on appelle le Molitor, a des bonnes graisses tout autant que celle des poissons. Donc la même qualité, et en vitamine B, ce qui est bon pour le système nerveux, ça va être comparable au bœuf. Donc là, l'air de rien, elle nous a fait manger un steak et elle vous a fait manger un filet de bar. Et en plus, je vais vous faire manger des légumes. Sauf que c'est en insecte. Je vais même vous faire manger des légumes. Des frites maintenant. Non, juste les légumes, pas les frites. Parce que c'est riche en fibres, et c'est riche en fibres comme des légumes, et ce n'est pas calorique du tout. Et en fer aussi. Et c'est riche en fer, évidemment. Donc vous voyez, pas mal de bénéfices santé. Bon, vous avez apporté quelques petits exemplaires. Alors, des exemplaires, où est-ce que ça s'achète déjà? Quelques magasins commencent à en vendre, on en trouve assez facilement en ligne. Il y a des insectes déjà grillés, c'est sûr que là je vous parle pas d'insectes vivants qui vont grimper comme ça le long de votre assiette. Arrêtez de me faire ce regard. Mais encore heureux. On a par exemple, alors je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, là on a des molitors, donc des verres de farine qui sont nature. Mais la marque, en l'occurrence, plusieurs marques le font, mais là c'est une marque dont on parlera après. La provenance est très importante. On a aussi des Molitor ail et fines herbes. On a donc le grillon nature. On a du Molitor sésame et cumin. On a des barres protéiques aussi, si on a un peu peur de l'aspect de l'insecte, donc on ne voit pas. Et ça, ce sont des pâtes, tout simplement. Vous pouvez faire des pâtes faites avec de la farine d'insecte. Il y a marqué fusilli. Ouais, c'est vraiment des pâtes, vraiment sans aucun problème. Ils vendent aussi des granolas. Vraiment. Là, imaginez votre petite salade composée. Alors là, Claude, allez-y. Faut goûter. Allez, s'il y en a bien un, Molitor sésame. Et il n'y a pas de contre-indication, je prends aucun risque. Alors si, il y a une contre-indication si vous êtes allergique aux crustacés. Alors ceux-là sont nature. Allez, on lâche les Molitor. C'est pas les mêmes, ça? Non. Ceux-là ont un goût cumin, donc c'est assez sympathique. Je disais contre-indication chez les personnes allergiques aux crustacés, parce que mine de rien, les insectes sont des cousins. Et il l'a fait. Là, c'est quoi? C'était le nature? Ouais.
C'est mieux quand ils ont une saveur Est-ce que personnelle. tu peux voir le grillon? Alors, un petit grillon. Ah, il est comme oui, ça, un petit Mickey. Au grillon. début, c'est Alors, ouais, non, je vais pas y aller. Puis après, allez. c'est un grillon Ça va, nature, mais ça va être intéressant en plus de montrer c'est pas mal. à quoi ça ressemble. Et il en existe aux fruits Bon, rouges, etc. quand Donc, même. je disais, attention aux Crustacés, allergies aux crustacés. femmes enceintes. Femmes enceintes, attention, parce que par principe de précaution, on n'a pas assez de recul, donc je déconseille. Et aussi, attention à la provenance des insectes. Hein. C'est pas pour Bon. rien si la Belgique a été le premier pays à interdire la mise sur le marché des insectes élevés hors Union européenne, donc attention. Et si j'ai jamais mangé d'insectes, je commence par quoi? Alors, je vous conseille ceux qui ont une saveur. Il y aura peut-être un peu moins cette barrière. Il y a quand même la barrière visuelle. Hein. Parfois, ça peut perturber. Donc, je vais forcément vous conseiller Oh, ça se de les mange, votre affaire, intégrer. hein. Ah, là, ça y est, j'en ai conquis un. C'est assez sec, surtout s'ils sont nature. L'idéal, c'est de les mélanger à une petite salade. Faites une salade composée. Ouais, vous ça les donne mettez un dedans. petit croustillant, quoi. Et puis, vous pouvez acheter, je ne l'ai pas là ici en plateau, mais de la farine d'insectes que vous pouvez faire des gâteaux avec. Ouais, Le génial. fameux gâteau au chocolat que je n'ai pas emmené, je vous le ferai avec de la farine d'insectes si vous le désirez. Et surtout, fallait pas me lancer là-dessus. Surtout, faites ça en famille, avec des amis. C'est une découverte, c'est sympathique. Faut pas faire ça, faut pas se forcer. Et dites-vous, je veux vraiment terminer là-dessus, que ce n'est pas pire qu'une petite crevette grise. Mais mine la de rien. crevette grise, c'est succulent. Mais vous savez pourquoi? La maillot. Ah, Allez, Sandra, merci beaucoup. Il est impossible. il est impossible, incorrigible. Merci beaucoup. Mickey, merci beaucoup. On retrouve votre film sur la plateforme de la chaîne parlementaire. Merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne, Colline Hamel pour le maquillage, Marine Pantec, assistée par Emma Frari pour la préparation de l'émission. Elles sont en régie aujourd'hui avec au son Angélie Mazia et à la réalisation Théo Boscar. Vous restez sur School TV. Nous, on va manger des insectes. Et vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Merci.